D'accord. Bonsoir donc à tout le monde. C'est notre quatrième séance sur la perversion. La séance cinquième et sixième, et les sixième séances seront consacrées plutôt à la perversion du côté féminin, avant de reprendre d'une manière générale après les dernières séances. Donc ce soir, notre quatrième séance, on va parler du voile. Du voile parce qu'à certains moments, Lacan en parle. Ça n'a rien à voir avec l'actualité religieuse d'aujourd'hui. Bien que. Donc, Lacan, j'ai intitulé ça ce soir, Lacan, le voile et la perversion. Alors, à la séance du 30 juin 1957 du séminaire 4, qui est sur la relation d'objet, livre 4, seuil 1994, page 156, l'on trouve ce schéma. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on le voit là. Est-ce qu'on voit le schéma en haut de la page là? Euh, c'est- À euh, peu près, mais je vais vous le remontrer autrement. Voilà, il est là, page 156 du séminaire 4, et je vous l'ai reproduit là dans mon exposé. C'est tout à fait simple. C'est tout à fait simple. Il y a à gauche ce que Lacan appelle le sujet. Il y a cette barre-là il qui faut que va vous montiez appeler, un petit peu, Monsieur Lucas. qui va appeler le voile ou le rideau. Et de l'autre côté du voile ou du rideau, vous avez qu'est-ce que vous avez quoi? Vous avez l'objet. Ah mince. Ça va, vous voyez là? Vous voyez l'objet et le rien. Voilà. Sujet, rideau, objet, rien. Page 156 du séminaire sur la relation d'objet. N'empêche que ce travail de recréation de l'écosystème médical démocratique, non, derrière là peut-être. Libéral, qui avait... Qu'est-ce qu'on entend là? Non, Il faut désactiver les micros. désactiver Il vos faut micros. désactiver le son. Marina, tu peux le faire, hein, tu sais. Oui, mais je j'arrive jamais à... Alors, je peux continuer? Puis-je continuer? Oui, Voilà. Je disais donc qu'à la séance du 30 janvier 57, dont je viens de vous montrer le schéma, du séminaire La relation d'objet, on trouve ce schéma donc que Jacques Lacan commence à commenter ainsi. Il dit, voici le sujet et l'objet. Et c'est au-delà qui est rien, ou encore le symbole, ou encore le phallus, en tant qu'il manque à la femme. Mais dès que se place le rideau, sur lui peut se peindre quelque chose qui dit l'objet est au-delà. L'objet peut alors prendre la place du manque et être aussi, comme tel, le support de l'amour. Mais c'est en tant qu'il n'est justement pas le point où s'attache le désir. D'une certaine façon, laissez-vous porter, vous allez comprendre après. D'une certaine façon, le désir apparaît ici comme métaphore de l'amour, mais ce qui l'attache, à savoir l'objet, apparaît, lui, en tant qu'illusoire et en tant que valorisé comme illusoire. Voilà, voilà ce qu'il dit dans cette séance, ça va vraiment de la séance, voilà, page 156. Il dit aussi, d'accord, il dit aussi, ce qui est aimé dans l'objet de l'amour est quelque chose qui est au-delà. Oh là 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 là. On ne vous entend plus, Monsieur Lucas. Voilà, vous m'entendez maintenant? On vous Oui, entend à nouveau. On m'entend à nouveau. Bon. Ce qui est aimé dans l'objet de l'amour est quelque chose qui est au-delà, dit Lacan. Ce quelque chose n'est rien sans doute, mais a cette propriété d'être là symboliquement. Parce qu'il est symbole, non seulement il peut, mais il doit être ce rien. Qu'est-ce qui peut matérialiser pour nous de la façon la plus nette cette relation d'interposition qui fait que ce qui est visé est au-delà de ce qui se présente? Sinon ceci, qui est vraiment une des images les plus fondamentales de la relation humaine au monde, le voile, le rideau.
Le voile, le rideau, devant quelque chose, est encore ce qui permet le mieux d'imager la situation fondamentale de l'amour. On peut même dire qu'avec la présence du rideau, ce qui est au-delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile se peint l'absence. Voilà, c'est là. Donc le séminaire de la relation d'objet, livre 4, c'est la séance du 30 janvier 57, page 155 du bouquin que je vous ai montré. Sur le voile se peint l'absence. En 1905, dans le premier de ses 3 essais sur la théorie du sexuel, Freud découvre une aberration, une parmi bien d'autres, de l'ordre du sexuel chez l'humain, le fétichisme du pied ou celui de la chaussure, 1905. Puis, en 1908, il remarque qu'il existe un certain nombre de théories sexuelles infantiles dont quelques-unes se focalisent sur une attribution particulière du phallus, chose curieuse, attribution aux femmes. Ces théories disent toutes, en somme, les femmes ont un phallus. 1905, 1908, en 1910, dans son texte Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Freud opère un lien, une jonction de ses recherches, en concluant que le fétiche est, de facto, le substitut du phallus manquant à ou de la mère, et rendu présent de ce fait par un joli tour de passe-passe. Le fétiche, dit-il, est l'ersatz du phallus maternel, ou, généralisation, l'ersatz du phallus manquant de à la femme, de toute femme. Tout cela n'a l'air de rien. C'est pourtant à partir de là une nouvelle approche et une nouvelle définition de la perversion qui se font jour. Celle-ci se centre sur le complexe de castration. Elle ne concerne plus le pré-Oedipe, comme c'était le cas avec la théorie pulsionnelle originelle, mais tout directement l'Oedipe et sa non-réalisation ou sa perturbation. 1905, 1908, 1927, en 1927, avec son article Le fétichisme, Freud donne une forme définitive à cette théorie de la perversion, en distinguant bien dorénavant les névroses, les psychoses et les perversions. Cette distinction restée princeps jusqu'à aujourd'hui, on repose là-dessus, s'établit entre le refoulement, Verdrängung, en allemand, qui caractérise le fonctionnement de la névrose, la forclusion, Verwerfung, terme que Lacan spécialement lie et arrache à Freud pour en faire le fonctionnement de la psychose, et le déni, Verleugnung, cheville ouvrière de la perversion. De quoi, au fond, s'agit-il? Il s'agit de quelque chose de double, d'une situation, d'une position tenue qui soit d'un point de vue qui voit double. Il y a une diplopie de la perversion. Je reconnais que la mère n'a pas le phallus et, dans le même temps, dans le même mouvement, je nie ma reconnaissance d'à l'instant. Et je dis la mère l'a, l'apostrophe. Mais elle ne l'a en somme que par le truchement du fétiche, en tant que celui-ci est un phallus, mais déplacé. Déplacé. Le but que vise la perversion, c'est bien alors de dénier la différence sexuelle et de proclamer, urbi et orbi, que toutes les femmes ont le phallus. Le déni ou désaveu, ou encore démenti, on sait que c'est ce dernier terme que préférera Lacan à la fin de son œuvre, a une conséquence directe, un effet redoutable pour le sujet, le pouvoir de cliver. C'est le clivage du moi, l'Ispaltung, comme on peut le lire dans son dernier article à Freud, inachevé de 1938, qui s'appelle Clivage du moi dans le processus de défense. Freud en reste là,
Lacan reprend la question là où Freud, disparaissant, la laisse. On peut dire, résumant une œuvre où chaque terme est pesé, que Jacques Lacan aura passé son temps, son œuvre, à lire Freud en y introduisant son propre opérateur de lecture, lacanien celui-là, de RSI, réel, symbolique et imaginaire. Il s'agit pour lui de montrer la distinction nécessaire à établir à chaque instant dans le champ de la psychanalyse et qu'il nous faut sans cesse repérer entre symbolique, imaginaire et réel. Dès lors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on se met à lire différemment. C'est tout simple, mais radical et très bousculant. Là où Freud n'aborde la question que par la perception visuelle, il y a absence, ça se voit, d'un organe réel chez la femme. Lacan impulse un véritable déplacement qui bouscule tout. Dans cette absence, il ne s'agit pas du pénis réel, mais du phallus, en tant qu'imaginaire, ombre portée fantasmatique attachée au pénis, mais aussi plus fondamentalement du phallus en tant que symbolique. Le fétiche, c'est sa fonction principale, centrale, est une défense contre l'angoisse du désir dévorant de la mère. En ce sens, on a pu remarquer qu'il avait la même fonction que la phobie. Il s'agit, dans les deux cas, d'installer une protection en avant de l'angoisse. L'angoisse qui fond sur vous lorsque le désir de l'autre, grand A, et risque de se faire pour vous un peu trop dévorant, quelque peu agressif ou engloutissant, et surtout insatiable. L'enfant, garçon ou fille, face au manque, ce manque réfère à ce qui s'appelle en termes lacaniens le signifié du phallus comme signifiant son désir à elle, sa mère, cherche toujours, au moins dans un premier temps, l'enfant, à se faire l'objet phallique qui manque à celle-ci. Il essaiera répétitivement de se faire objet en se présentant comme image du phallus. S'imaginer être le phallus de la mère, ce que Lacan désignera par la lettre petit-fille, la lettre grecque petit-fille. Position évidemment intenable, car impossible, mais éminemment angoissante. Néanmoins, pour certains, il faut parer à cette angoisse d'engloutissement maternel. Le sujet, alors, animé de cette question, dans la position perverse, laquelle peut se résumer ainsi: comment être à la hauteur du désir de la mère, pose le fétiche comme phallus imaginaire, à la place du phallus symbolique qui manque chez celle-ci, car réellement et visuellement absent sur le corps maternel, sur le corps féminin. Cependant, il pose le fétiche entre, pourrait-on dire, elle et lui. Cette affaire est une affaire entre elle et lui, entre lui et elle. Et pour un tel sujet, comme le disait Lacan, la femme a donc le phallus sur le fond de ce qu'elle ne l'a pas. C'est extrait, ça, du séminaire livre 5, les formations de l'inconscient, page 453, le seuil 98. La femme a donc le phallus, dit Lacan, sur le fond de ce qu'elle ne l'a pas. Mais si, très tard, Lacan a choisi démenti pour traduire le Verleumdung freudien, très tôt, il a abordé le problème de la perversion, y consacrant en somme une grande partie, sinon la totalité de son travail de l'année 1956-1957, sous la forme de son séminaire de cette année-là, intitulé La relation d'objet. En effet, vous l'aurez compris, la perversion, c'est bien toute la question de l'objet. Une chose en tout cas est acquise lorsque Lacan débute son séminaire consacré à la relation d'objet, autrement dit à la perversion, qui n'est qu'une perturbation, la perversion, qu'une perturbation dysfonctionnante de la dite relation d'objet. C'est l'idée que le fétichisme est le modèle, le paradigme, comme l'on dit savamment,
de toute perversion. Ainsi, le fétiche, c'est ce qui représente le fondement même de la structure de toute perversion. Référons-nous ce soir à ce chapitre 9 de son séminaire, La relation d'objet, donc de 1956-1957. Si je disais tout à l'heure que la perversion fonctionnait sous le signe, le symbole du double, ce n'est pas bien sûr pour rien. Car s'il ne fallait ne rien retenir d'autre de la perversion, ce serait bien cela, double. De la diplopie à la double face, du Janus bifrons à la duplicité, tout, absolument tout ce qui concerne la perversion se vit, fonctionne, se réalise sous le chef du double. Eh bien, ce soir aussi, c'est sous le chef du double que nous entrons dans l'abord de ce que nous faisons en étudiant la façon dont Lacan lui-même envisage le problème. Il le fait au moins au moyen du voile, qu'il appelle aussi en même temps, vous l'avez vu, le rideau. Je pourrais, par exemple, vous présenter chaque séance de mon séminaire de cette année, excepté pour l'argument de ce soir, donc à chaque fois encadré par un rideau, qui voilerait quelque peu le texte, rendant peut-être sa lecture indécise, celui-ci étant, vous l'auriez alors remarqué, comme à moitié ouvert, c'est-à-dire aussi comme à moitié fermé. En fait, ni ouvert complètement, ni fermé de même. Ou encore, ouvert et fermé à la fois. Vous me suivez? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire double, mais aussi indécidable. Résultat logique d'une telle présentation. Cette présentation, c'est précisément celle de la perversion. On ne sait jamais très bien avec elle, et bien sûr avec ceux et celles qui s'en font les porteurs, les porteuses, où l'on en est. Alors le voile, tel que je vous l'ai reproduit dans l'argument, extrait de la page 156 du livre 4 du séminaire de Lacan, paru au Seuil en 1994. Eh bien le voile, vous savez que la civilisation commence avec le voile. On voile le sexe. On place à cet endroit des génitoires, pour parler comme Françoise Dolto, en avant-poste un linge, une surface qui arrête quoi? Qui arrête le regard. Eh bien le voile, le rideau, car ce voile doit toujours faire penser qu'il peut être déchiré, ou lui-même se déchirer, s'ouvrir, s'entrebâiller, ce que l'érotisme ou la pornographie savent très bien, comme l'on dit, exploiter. Eh bien, le voile, c'est ce qui à la fois va cacher et désigner, empêcher de voir et en même temps montrer. Pourquoi? Parce qu'un voile, un rideau, peu importe, c'est une surface écran. Un écran, une toile, le net, c'est-à-dire une surface projective. Et qu'est-ce que l'on projette sur une surface projective? Une image, un imaginaire, tout un monde de représentation, une fantasmatique. Caché, c'est cacher le manque phallique de la mère, c'est cacher le rien en ce lieu corporel de toute femme, par extension, et au-delà de toute femme prise comme objet. On peut mettre un grand O là, objet. Le rien est au-delà de l'objet, mais c'est aussi dans le même mouvement désigner, grâce à celui-ci, le voile, la figure, l'image, la représentation de ce dont il y a lieu en ce lieu ce dont il y a en ce lieu manque. Le voile est le lieu de projection de l'image fixe du phallus. Appelons ici phallus symbolique, puisqu'attribué dès lors à la mère, à la femme. Cette projection fait de la mère, de la femme, un être qui est en place d'avoir, grâce à la dite projection, sur le voile, le phallus. Ouf!
Je vous ai donc reproduit à nous le schéma que vous devez pouvoir voir très simplifié. Le voilà encore, vous voyez, sujet, voile, objet, rien. Ça part de là, c'est très simple. Ouf, la mer a le phallus. Mais avec ce voile, tout voile, la question qui se pose, c'est qu'il est possible d'y placer projectivement une image phallique, c'est-à-dire le fétiche. Mais alors où? Soit devant, soit derrière le dit voile. Deux séries de perversions en découlent, lesquelles ne recoupent pas lacaniennement ce qu'elles étaient freudiennement, comme on va le voir. Première série, le sujet, devant le voile, projette sur le voile. Cette série, là, le schéma, cette série comporte, vous le voyez, je vais vous les relire, comporte le fétichisme pour Lacan, le fétichisme, le masochisme, le voyeurisme, l'homosexualité féminine. Voilà. Le sujet projette sur le voile. Alors, prenons le fétichisme. Le voile posé par le sujet sur le manque phallique de la mère, de la femme, est le substitut, l'ersatz du phallus. Ici, immédiatement replacé, déplacé sur ce qui a été vu en dernier, avant la vision du manque phallique féminin. Ça peut être un pied, une chaussure, une pantoufle, une natte, la chevelure, une culotte, un bas, une jartelle, un soutien-gorge, etc. Ces objets sont fétichisés. Ils sont le phallus. Ils sont le phallus qui manque, rendu ainsi présent. Il s'agit bien d'un enjeu de présence. Deuxièmement, le masochisme. Le grand texte de Freud à ce sujet est On bat un enfant, 1919. La puissance phallique est représentée par le fouet et son maniement attendu du père, par le père, dans le fantasme d'Anna Freud, la fille de Freud. Vous savez que Freud se sert du fantasme de sa fille qu'il avait en analyse, soi-disant en analyse. C'est son fantasme à cette fille. Fantasme à partir duquel Freud donc va construire toute sa question du masochisme et sa théorie du fantasme. Il y a aussi le monde de Léopold Sacher-Masoch qui a donné son nom au masochisme. Le monde de Léopold Sacher-Masoch réalise quant à lui un déplacement du père sur l'autre grand A qui est une femme qui est choisie, cette femme-là, sa femme, Wanda. Il faut, notons l'impératif, il faut qu'une femme, celle-ci et pas une autre, ait tous les droits, etc. Celle-ci et pas une autre, il faut qu'elle ait le fouet phallique, qu'elle soit froide, qu'elle soit dure, qu'elle soit cruelle, et qu'elle ait donc tous les droits, etc. Tous les livres de Masoch parlent de cette demande, de cette supplique même, adressée à une femme, sa femme, femme au fouet, femme au cuir, ou à la fourrure, la Vénus à la fourrure. Mais il n'y a pas ici chez Lacan, comme il y a chez Freud, de complémentarité entre sadisme et masochisme. Et cette entité, le sadomasochisme, est parfaitement contraire à la pensée de Lacan. Celui-ci la partage sur ce point avec Gilles Deleuze. Dernière dimension, c'est avec le masochisme, avec ce cher masoch, si je puis dire, que l'on a noté que la perversion, en général, c'est le domaine du contrat. Tout contrat, fera remarquer Lacan, a toujours un parfum de perversion. C'est la raison pour laquelle il a toujours critiqué et stigmatisé ceux qui parlaient de contrat analytique entre l'analyste et l'analysant, pour lui préférer, je pense que vous le savez, la notion de pacte. L'analyse est un pacte de parole. En effet, le pacte réfère bien à la parole, le contrat à l'écrit. Ô grand Lucifer! Voyez donc Goethe et son Faust. Un contrat, ça se signe pour Méphisto avec son sang de préférence. Troisièmement, le voyeurisme.
Là non plus, pas de complémentarité. Aucune relation de complémentarité chez Lacan entre voyeurisme et exhibitionnisme, plutôt une sorte de parallélisme. À cette occasion, mais un peu plus tard, lors de son séminaire Le désir et son interprétation, 2 ans après, 1958-1959, Lacan introduit pour le voyeurisme une notion intéressante, celle très appropriée de fente, de fente. Le désir et son interprétation, 58-59, les séances du 3 et 10 juin 59. Bon, maintenant c'est le livre 6 au seuil, hein, de 2013. Donc la notion très intéressante et très appropriée de fente. Il s'agit pour le voyeur, dans le voyeurisme, de s'introduire dans l'intimité du désir de l'autre grand A, de le surprendre, de le voir succomber. Il réalise cette intromission de lui-même par le moyen de la fente, fente dans le rideau, dans le vêtement, dans la jalousie, le volet aussi, l'entrebâillement de la porte, collé à la fente, son œil collé à la fente, ou bien à distance, avec des jumelles, un télescope. Souvenez-vous, souvenez-vous de Fenêtre sur cour. Hein, vous savez, le film Fenêtre sur cour. Ça vous dit rien? Fenêtre sur cour, de qui? De qui c'est, Fenêtre sur cour? Hitchcock. Voilà, Alfred Hitchcock. Donc, à distance, avec des jumelles, un télescope, un appareil photo équipé d'un téléobjectif qui lui permet de zoomer sur le sexe, sur le corps de l'autre, grand A, la femme, ainsi matériellement prise à son piège. Le voyeur s'introduit dans le privé du monde de l'autre, grand A, de la femme, en son intimité voilée, dévoilée, pour lui seul, dévoilée pour lui seul, et sans qu'elle le sache, ou le sache trop tard, pour elle s'en protéger. Faite, brise, violée du regard pénétrant du voyeur. Mais il faut savoir que ce qui est recherché par le voyeur, in fine, enfin, c'est que l'autre grand A, la femme, finisse par être intéressée au spectacle qu'elle lui donne. Voire même qu'elle arrive à désirer lui offrir ce spectacle, en complice de la monstration de quoi? Ben de ça. Tu peux voir, eh bien, regarde ce que je t'offre. J'y suis avec toi, participante. Le sujet, quant à lui, est animé d'un fantasme dans lequel il est littéralement la fente. C'est une identification parfaite. Le sujet voyeur se croit fente. Il est littéralement l'entrebâillement du rideau, la déchirure du voile, la fissure de l'écran. Il est cet entre-deux états, caché, montré, privé, public, extime, intime, dehors, dedans, l'espace de l'autre, grand A. Cette porte entr'ouverte, double face, interface, réversible, double en somme, double. La scène princeps, bien repérée par Freud, c'est la scène primitive, scène supposée originaire du coït parental, d'où est issu l'enfant. Fantasme plus que réalité d'un souvenir vécu et remémoré, mais obsédant. Mais ce voyeur, qu'est-ce qu'il veut voir à la fin? Qu'est-ce qu'il veut voir à la fin? Il veut se rassurer sur sa croyance qui consiste à décréter que tous les êtres humains ont un phallus. Ainsi, ce qu'il veut voir, c'est très précisément ce que l'autre, grand A, la femme, donne évidemment à voir à son insu. À son insu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle donne à voir à son insu? Rien. Rien, c'est pas rien, c'est rien par rapport au phallus. C'est parce qu'elle le donne à voir à son insu que le fantasme pervers du voyeur peut alors fonctionner à plein régime, lui permettant enfin de dénier à nouveau le manque phallique. Voilà, il faut que ça soit à son insu, sinon ça ne fonctionne pas. Si elle le sait, c'est foutu. Quatrièmement, l'homosexualité féminine. Dans cette première série de devant le voile, de projection sur le voile, mais devant le voile.
Le grand texte référentiel de Freud pour l'homosexualité féminine, ici, c'est bien sûr Psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine de 1920, que Lacan précisément commente cette année-là, celle de son séminaire La relation d'objet, je vous rappelle 56-57, que le monde psychanalytique a pris l'habitude d'appeler la jeune homosexuelle. On lira à ce propos l'importante étude qui lui a été consacrée et traduite en français aux éditions Eppel, édition de l'École lacanienne de psychanalyse. C'est Inès Rieder, Diana Voigt, Sidonie Sillag, homosexuelle chez Freud, lesbienne dans le siècle, traduit de l'allemand par Thomas Gendele, Eppel 2003, 400 pages. Mais c'est très important, très intéressant. Ils reprennent toute cette histoire parce que cette dame a vécu pratiquement centenaire. Donc, elle est venue en France, elle a été interviewée dans les années 70. Alors, le texte de référence, donc, c'est la jeune homosexuelle. Résumons l'enjeu de la jeune homosexuelle. Il s'agit d'une petite jeune fille bien sympathique, au déclin de l'Oedipe. Elle s'est tournée vers le père, mouvement naturel de l'Oedipe féminin, dans l'espoir de recevoir de lui ce cadeau entre tous, un enfant. Bien, elle s'y prépare ardemment. Et c'est très attendrissant même si c'est désespéré. Elle s'occupe très bien d'un petit garçon de 4 ans, une vraie petite mère, qui est le fils d'amis de ses parents. Mais patatras, son père met enceinte sa femme, c'est-à-dire sa mère à elle. Quelle idée! C'était à moi de recevoir ce qu'il lui donne à elle. La jeune homosexuelle est frustrée. C'est le mot frustrée. Hein. C'est dans ce séminaire que Lacan travaille la frustration, le manque, la castration. La jeune homosexuelle est frustrée. Elle est frustrée, c'est-à-dire imaginairement manquante de l'enfant, c'est-à-dire d'un objet réel qu'elle espérait. Vous me suivez? Qu'elle espérait du père en tant que symbolique. Je répète, c'est imaginairement manquante, image I, c'est d'un objet réel, R, qu'elle espérait, vous me suivez, du père en tant que symbolique. S, I, R et S. Imaginaire, réel et symbolique. Les 3 registres tournent sur cette question. Eh bien, en réaction, il va se passer chez la demoiselle un renversement, un retournement. La demoiselle va venir s'identifier au père. Mais attention, au père en tant qu'imaginaire, au père donneur de phallus. Elle fait ainsi le deuil de l'enfant réel demandé au père, par le moyen de s'identifier au père donneur d'enfant phallus. Lui qui aurait pu ou pourrait le donner, mais qui s'y refuse. Elle s'y substitue à ce père. C'est donc à cet instant que la jeune homosexuelle entre dans la perversion en se tournant vers cette femme plus âgée, la dame. Ce qu'elle aime chez la dame de ses pensées, c'est bien sûr la dame. Mais ce qu'elle désire, c'est justement plus la dame, mais quelque chose d'au-delà de la dame, nous dit Lacan. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est point la dame? Réponse, elle désire ce qui lui manque. À qui? À la dame. Et qu'est-ce qui peut bien lui manquer à cette superbe femme qui néanmoins a fait le choix d'être une demi-mondaine? Il lui manque, je vous le donne en 1000, le phallus. Mais le phallus en tant que symbolique. Et qu'est-ce que le phallus symbolique généralement pour une femme? Tout crûment, l'enfant. Il manque donc à la superbe dame son phallus symbolique. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. La jeune homosexuelle va se charger de réparer cette situation. Sa perversion d'homosexuel part à cela en voilant ce manque de la dame presque parfaite, par un substitut, un ersatz comme on l'a vu dans la langue germanique, un enfant. Un enfant en tant qu'image du phallus manquant, image phallique. Comment la jeune homosexuelle procède-t-elle pour réaliser cette perversion, assez réussie en somme, contre le père? Elle s'identifie à son propre père.
Elle va aimer les femmes, une femme, comme un homme. Freud le note parfaitement. Il en fait même un genre d'amour chez les femmes. Un genre, un type, typus, typus, écrit-il. Ein männliches Typus. Voilà, une façon d'aimer comme un homme. C'est alors elle, la jeune homosexuelle, qui a le pénis manquant sous la forme du phallus, ou pénis imaginaire. Elle l'offre à la dame de ses pensées, qui ne l'a pas. Cette espèce de pute de luxe qui finit par s'émouvoir un peu, car regardez-y de plus près, elle était plutôt froide jusque-là. Elle le donne selon l'équivalence découverte par Freud lui-même, qui dit enfant égale pénis imaginaire. Traduisons lacaniennement, phallus imaginaire égale enfant. La jeune homosexuelle voile le manque phallique dont est supposée souffrir de ses pensées, la dame de ses pensées, en lui donnant, en lui offrant. C'est un véritable don. L'enfant, pour autant que l'enfant, c'est l'image phallique par excellence pour une femme. Il y a une autre image phallique aujourd'hui, et à nouveau pour les femmes, ce sont les seins, la poitrine. Mais on en reparlera plus tard, si on a le temps, en abordant la perversion au niveau sociologique et la place grandissante de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. On connaît le regard furieux que lui jette à elle et à son ami, le père, lorsque publiquement il les croise sur un petit pont qui enjambe une voie de chemin de fer interne à la ville de Vienne. On sait la suite quasi immédiatement. C'est un passage à l'acte, véritable équivalent d'un accouchement, lui aussi public. La jeune homosexuelle se fait, retournement de la pulsion, se fait, pas faire, mais se fait en quelque sorte l'enfant de la dame qui accouche. Le terme employé par Freud ne trompe pas, il parle d'un Niederkommen qui signifie en allemand mettre bas, à la fois ici donc tomber et accoucher. En effet, la jeune homosexuelle enjambe le parapet et tombe en bas sur la voie de chemin de fer. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième série. Le sujet n'est plus devant le voile, mais il est derrière le voile. Le sujet derrière le voile tient la place identifiée à la mère phallique. Le fétiche, c'est le phallus imaginaire. Tout le monde l'a bien compris. Mais deux possibilités s'offrent au sujet en place de perversion. Ce fétiche, il peut le placer devant le voile, projeté sur l'écran du voile. Mais il peut aussi le placer derrière le voile. Dans ce cas, le cas que nous examinons maintenant, le sujet dans la perversion est nécessité à venir s'identifier à la mère pourvue d'un phallus. Il devient cette mère enfin phallique, en étant lui-même le fétiche placé sur la mère, sur l'objet grand O qu'est cette mère, cette femme, objet au-delà duquel elle risque de s'apercevoir le rien. Vous l'aurez ressenti dans le premier cas de figure, projeté sur le voile, mais devant le voile. Nous sommes bien plus du côté de l'imaginaire que dans le second, où nous trouvons plutôt flirter déjà avec le réel. Dans le premier cas, le sujet projette sa croyance. Dans le second, il l'incarne. Monde du théâtre dans le premier cas, monde du cirque dans le second, romain ou non. Car dans ce dernier cas, comme le dit Lacan, il se situe non pas devant le voile, mais derrière, c'est-à-dire à la place de la mère. Cette phrase-là, il se situe non pas, etc., extrait de la relation d'objet, page 162. Il se situe non pas devant le voile, mais derrière, c'est-à-dire à la place de la mère. Voici la série des perversions qui ressortissent de cette nouvelle position. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Vous ne voyez rien? C'est trop près, c'est trop loin, comme ça c'est mieux. C'est bien. Vous accommodez, d'accord. Donc d'un côté, transvestisme, sadisme, exhibitionnisme, homosexualité masculine. Hein. Alors le transvestisme.
dans la série. S'envelopper de vêtements féminins, c'est pour le sujet masculin qui trempe dans cette perversion s'identifier à la mère pourvue d'un phallus. Pourquoi? Parce que ce sujet masculin, agissant ainsi, calme son angoisse dont il se protège, car il s'agit toujours pour lui de cacher le manque d'objets. Manque d'objets, séance du 6 février 57, relation d'objets. Cacher le manque d'objets. Donc, comme le remarque Lacan, qui ajoutera un peu plus loin, car il faut qu'il soit toujours possible qu'on pense qu'il est là précisément où il n'est pas. Il faut qu'il soit toujours possible qu'on pense qu'il est là précisément où il n'est pas, le phallus. Ça, c'est la page 194, c'est la séance du 27 février 57 de la relation d'objet. C'est là tout le jeu. Faut-il parler d'art, du sujet dans la perversion transvestiste? Il est là? Non, il n'est pas là, le phallus. Il est ici, peut-être. Moi, le sujet, je sais. Peut-être suis-je même le seul à savoir où il est. Ouf, sacré phallus. His Majesty the phallus. Donc voilà le jeu du transvestisme. Il faut toujours que l'on pense qu'il est là précisément où il n'est pas. Le sadisme maintenant. Là encore, pas de freudisme chez Lacan. Aucune symétrie, ni aucune réciproque entre le sadisme et le masochisme. Le sadisme est autonome. C'est ici l'identification à la mère porteuse du phallus qui prime. Une mère qui, selon l'expression courante, porte la culotte. C'est celle-là, et celle-là seule, qui apaise l'angoisse de castration. Une mère qui porte la culotte. Qu'y a-t-il dans la culotte? Vous m'entendez assez? C'est assez fort, oui. Qu'y a-t-il dans la culotte? Un phallus qui frappe, qui fouette, qui taille, qui écrase, qui ordonne. Première série de ce qu'il y a dans la culotte, comme phallus. Première série, le bâton, la batte de baseball, la barre de fer, la chaîne, le coup de poing américain. Deuxième série, le fouet, la corde, la baguette, le lacet, le câble. Troisième série, le sceptre, la crosse, la canne. Quatrième série, le couteau, le rasoir, le scalpel, le cutter, les pinces, etc. Bon, je vous en passe, c'est écœurant, hein. C'est tout ce qui fait la torture aussi. À chaque fois, il s'agit de présentifier l'image phallique. Voyez Sade, par exemple, la présidente de Montreuil. Voyez Sade, la présidente de Montreuil, je vous fais une référence, hein. Par exemple, mais pas seulement dans Sade, bien sûr, mais celle-là, c'est assez remarquable d'exemplification. Troisièmement, l'exhibitionnisme. Ouais, j'ai bientôt fini. L'exhibitionnisme, là aussi, pas de freudisme chez Lacan. L'exhibitionnisme n'est ni symétrique ni réciproque du voyeurisme. L'exhibitionnisme, dira Lacan, 2 ans plus tard dans son séminaire sur le désir, c'est quelqu'un qui entrouve son écran. C'est donc le séminaire du 10 juin 59, Le désir et son interprétation, hein. C'est le livre 6. C'est quelqu'un, je cite Lacan, qui entrouvre son écran, c'est-à-dire son voile, son rideau, son pantalon généralement. Il s'agit ici pour l'exhibitionnisme de s'offrir à la vue de l'autre grand A. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il s'agit, l'autre grand A, de le toucher, de l'émouvoir, de l'affecter au-delà de sa pudeur. Au-delà de sa pudeur, c'est aussi dans la séance du 10 juin 59. Au-delà de sa pudeur, dira Lacan. Il faut en fait que l'exhibitionnisme s'offre à la merci du désir supposé de l'autre grand A de voir ça. Il donne à voir ça pour voir lui-même et jouir de cette vision, de la prise et de la surprise de l'autre grand A dans le dévoilement. Le sujet,
pris dans la perversion, jouit toujours de la surprise supposée jouissante de l'autre, grand A. Le sujet de cette perversion, identifié à la mère qu'il a, se rassure de présentifier cette mère en tant qu'il n'y aurait en elle aucun manque phallique. Alors, dans la relation d'objet, Lacan dit, cette année-là, la technique de l'acte d'exhiber consiste pour le sujet à montrer qu'il a en tant que l'autre, alors l'autre, grand A, par exemple, vous avez deux auteurs, il y avait Jacques-Alain Miller qui transcrit l'autre, grand A. Vous avez aussi quelqu'un qui a beaucoup compté pour Bernard Roland, pour moi, à l'école Lacan, c'était Philippe Julien, qui est disparu, qui avait fait un livre qui s'appelle Psychose, perversion, névrose, la lecture de Lacan, et qui lui transcrit l'autre petit a. Alors, je vous mets de les deux côtés, consiste pour le sujet à montrer qu'il a ce qu'il a en tant que l'autre ne l'a pas. L'autre grand A ou l'autre petit a. Hein. L'autre, mon prochain, ou l'autre symboliquement magnifié par le grand A. Lieu, et non plus personne. L'autre, bon, consiste pour le sujet à montrer ce qu'il a en tant que l'autre ne l'a pas. Comme il ressort de ses déclarations, dit Lacan, l'exhibitionnisme cherche par ce dévoilement à capturer l'autre dans ce qui est loin d'être une prise simple dans la fascination visuelle et qui lui donne le plaisir de révéler à l'autre ce que celui-ci est supposé ne pas avoir pour le plonger en même temps dans la honte de ce qui lui manque. Superbe. Ça, c'est la relation d'objet, page 272, séance du 3 avril 57. Je ne vais pas la répéter parce qu'il est tard. Hein. L'homosexualité masculine, quatrième et dernière. Concernant enfin l'homosexualité masculine, il y a cette phrase imparable cliniquement que prononce Lacan cette année-là, à son séminaire La relation d'objet. Nous sommes à la séance du 27 février 1957 et Lacan vient de parler du transvestisme. Il ajoute, de même, dans l'homosexualité masculine, pour nous limiter à elle aujourd'hui, c'est encore de son phallus qu'il s'agit chez le sujet, mais, chose curieuse, c'est du sien en tant qu'il va le chercher chez un autre. C'est du 27 février 57. La question reste, mais pourquoi donc? Pourquoi? La réponse est celle-ci. Parce qu'il, l'homosexuel masculin, s'identifie à une mère devant, du verbe devoir, devant, souligné devant, s'identifier à une mère devant avoir le phallus. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a, hein. Devant avoir le phallus, une mère qui tient donc une certaine place, une mère qui fait la loi, comme le dira Lacan l'année suivante dans ce séminaire Les formations de l'inconscient 57-58. Voilà. Je cite le passage, l'exigence de l'homosexuel de rencontrer chez son partenaire l'organe pénien correspond précisément à ceci que, dans la position primitive, celle qu'occupe la mère, qui fait la loi au père, ce qui est mis en question, non pas résolu, mais mis en question, c'est de savoir si vraiment le père en a ou n'en a pas. Et c'est très exactement ça qui est demandé par l'homosexuel à son partenaire, bien avant toute chose et d'une façon prévalente par rapport à autre chose. C'est donc la formation de l'inconscient, 29 janvier 58. Tout repose donc, vous l'aurez compris, sur cette identification à la mère. Mais identification à quoi de la mère? À son amour? Non, pas du tout. Vous n'y êtes pas. À son désir alors? Eh bien non, pas plus, curieusement, curieusement. À quoi donc enfin? Lacan précisera à sa jouissance. À sa jouissance. Le fils répète la même jouissance, celle subie de sa mère sur lui, la jouissance de l'autre grand A. Il répète et perpétue cette jouissance-là en jouissant à son tour d'un objet semblable, voire identique, à ce qu'il fut enfant pour sa mère, pour l'autre grand A. Il s'agit avec constance de maintenir sans faille la jouissance en se mettant au service continu de la jouissance de l'autre grand A, et ici dans l'homosexualité masculine, avec un choix d'objet exclusivement narcissique. Ça veut dire du même. Pas longtemps. Demi-heure, non, regardez.
Ah non, non, moi je viens quand vous êtes. Vous parlez, vous parlez. J'arrive. Je finis, j'ai 2 secondes pour finir. Cette jouissance se réalise donc par ce que l'on a appelé un retournement. Un retournement déjà bien repéré par Freud, qui parle dans les essais de psychanalyse en allemand de Wendung. Wendung, c'est quel même sens, retournement. Je cite Freud pour finir. Le jeune homme homosexuel, le jeune homme a été fixé à sa mère au sens du complexe d'Oedipe, d'une manière inhabituellement longue et intense. Mais vient enfin la puberté, la puberté enfin achevée, le temps d'échanger la mère contre un autre objet sexuel. Il se produit alors un retournement, Wendung, soudain. L'adolescent n'abandonne pas sa mère, mais s'identifie à elle et se transforme en elle et recherche maintenant des objets qui puissent remplacer pour lui son propre moi et qu'il puisse aimer et choyer, comme dit Freud, comme il en avait fait l'expérience grâce à sa mère. Ça, c'est extrait des Essais de psychanalyse, chapitre 7, sur l'identification, page 171-72, chez Payot. Comme il en avait fait l'expérience grâce à sa mère. Eh bien, ce comme et qu'il puisse aimer et choyer comme il en avait fait l'expérience. Ce comme est redoutable, j'insiste, et sans doute le plus souvent définitif, car il s'incruste, comme ça, il s'incruste dans la structure, comme. Je vous remercie. Oui, là, en vous écoutant, par rapport à l'objet petit a, aussi à cette identification à la jouissance de la mère, avec ce rappel du grand autre, je me demandais quel pouvait être le lien par rapport à la chose. Et si ça pouvait pas éclairer un peu la perversion féminine. Il viendra dans les 2 séances suivantes. Je ne sais pas. La chose, le grand autre, l'autre, la mère, Mm. la femme, ça puise dans la chose quand même. Oui, et la chose comme jouissance insupportable aussi de l'autre. Oui, oui, Ou ça oui. serait comme un lieu, la chose, finalement. Ce Un qui lieu, renverrait au fétiche et à la oui, notion de scène et de voile. oui. Non, c'était une interrogation. Oui, 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 mais je réfléchis en même temps que vous parlez. Je ne peux pas décider, mais je vois ce que vous voulez dire. Et bon, J'arrive pas à le formuler, c'est venu comme ça, c'est pas élaboré là. comme on dit dans les colloques, pour couillonner l'autre, vous pouvez en dire plus? Ben, si la chose est justement ce qui est complètement irreprésentable, est-ce que ça serait pas là que viendrait se loger le fétiche? Parce qu'il me semble que Lacan avait développé la chose aussi comme lieu, comme espèce de vide où pouvait se loger, se coller l'objet petit a, et qui après, chez le névrosé, pose la question du rien, de l'amour dont vous parliez au départ. Le rien, oui, le rien. Voilà. Mais si pour le pervers, le rien est démenti, est-ce que du coup, ça serait pas à penser du côté de la chose? Mais le rien, il est au-delà de l'objet. Hmm, Il n'est pas en avant, il est au-delà de l'objet. Dans ce que vous dites, il n'y a pas de développement, enfin, que je me souvienne, hein, et dans hmm, surtout la relation d'objet qui traite vraiment de la hmm, perversion, il n'y a pas ce genre de développement que vous faites. Mais le rien dans le schéma renvoie quand même à ça. hmm. Rien. D'ailleurs, le rien, ça a été soutenu comme cinquième objet petit a. Hein. Cinquième, sixième, comme le rien, la cendre, etc. Il n'y avait pas que les 4 objets. On a fait une série un peu, mais bon, ça n'a pas été confirmé. Mais voilà, le rien, c'est aussi un objet petit a. C'est aussi l'objet petit a. Hmm. C'est pas l'objet avec un grand O. C'est pas la mère, c'est pas la femme, c'est pas le corps. Voilà, c'est pour ça qu'il distingue amour et désir hein, dans son développement. Et rien de ce que vous dites
dans ce que j'ai relu, relu, n'y est, mais votre question est quand même très embarrassante. C'est parce que j'essayais juste de faire des liens, donc c'est Oui, normal oui, que c'est. oui, oui. Parce Je que vous remercie. certains concepts sont développés à certains moments, sont laissés de côté. Je dirais pas ils sont dépassés, mais ils sont laissés de côté, puis des fois ils sont repris autrement. Alors on ne sait pas si on peut les mettre en ligne avec ce qui vient d'être dit. Et l'année suivante, il va en parler, il ne va plus parler de ce qu'il a parlé cette année. Donc c'est pas facile. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, ils pensent qu'il y a tout et le contraire en Lacan. C'est vrai, mais c'est pas bête, c'est pas si bête qu'ils le croient. C'est parce que ça tourne comme ça tourbillonne. Voilà, je ne peux pas vous répondre, je vais réfléchir à ce que vous dites quand même. Cette histoire, oui, que je n'ai pas citée de la chose, das Ding. Je vous remercie. Moi, Merci. j'aimerais revenir juste sur le schéma de la page 156, sujet, Oui, voix, objet, rien. oui. Ce schéma, enfin, moi, je le trouve intéressant dans le sens où donc, il ne dit rien du genre du sujet. C'est aussi valable pour la petite fille que pour le petit garçon, si je Ah oui, comprends. c'est dans les textes, dans le texte aussi. Il dit le fille, la garçon ou la fille. Oui, oui. Voilà, c'est ça que je Ah bah, crois, pour les deux, c'est je l'enfant. retiens comme important parce que ça éclaire à la fois la question de la perversion chez la femme et chez l'homme. Et puis, du côté du sujet, quand c'est placé devant le voile, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans le registre de l'avoir? Vous parliez plutôt du côté, donc, qui est aussi imaginaire. Et puis, derrière le voile, est-ce qu'on pourrait parler que on est du registre de l'être? On est le phallus supposé manquant, enfin, à la mère. Et là, on est plus avec quelque chose de réel. Je ne sais pas, Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit quand on essaie devant, c'est plutôt le monde imaginaire. Et quand on est de l'autre côté du voile, quand on s'identifie à la mère phallique, c'est déjà du côté du réel. J'ai parlé du théâtre pour le premier cas et plutôt du cirque dans le second cas. Le cirque, c'est plutôt du côté du réel. Le cirque romain, bien sûr, mais le cirque en général, c'est plutôt angoissant, le cirque d'ailleurs, hein. Alors que le théâtre, c'est une représentation, une projection imaginaire, justement, comme devant le voile. Plutôt le monde du théâtre quand c'est projection sur le voile, plutôt le monde du cirque quand c'est de l'autre côté, parce que c'est tout de suite angoissant, le réel. Il est cette mère phallique, il a le phallus, mais réellement. Hmm. Donc, Voilà. Oui, ce je suis d'accord schéma, avec. Oui, ce schéma est toujours enfin, très actuel finalement. eh ben oui. Oui, ok. Hmm. Mais je vous incite à lire ce séminaire qui est énorme, hein. Et c'est là, il met beaucoup de choses en place. Il met en place le schéma L, il met en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, castration, frustration, et puis l'autre, le troisième. Bon. Privation. Pardon? Privation. Privation, bien sûr, privation. Alors, il joue avec dans quel registre ça se passe et ça porte sur quel objet. Ça, c'est jamais dans le même registre que l'objet. Il faut aller voir, faut aller voir, lisez ou relisez ce séminaire. C'est là que se mettent en place, dans ces années-là, se met en place le Lacan, quoi. Se met en place le Lacan, les fondements de la théorie de Lacan. Et c'est encore très, 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 très lisible pour tout clinicien. C'est avant, Oui, je voulais poser une question. Enfin, je sais pas si on oui, m'entend. Oui. Euh, Vous avez parlé de Freud par rapport à l'exhibitionnisme, le voyeurisme et le masochisme, le sadisme, en disant que pour Freud, non, pour Freud, je ne sais pas si c'est pour Freud, il y avait de la complémentarité, ou pour oui, Lacan, il n'y avait pas de complémentarité. voilà. Hein, c'est ça? Voilà. Pour autant, complémentarité, il n'y a pas de complémentarité, oui, je peux l'entendre, mais pour autant, il me semble que un sujet, par exemple masochiste, au fur et à mesure de l'analyse, il se rend compte que ça se retourne aussi. Et il peut aussi avoir une position sadique envers l'autre. Alors, on ne parle pas de complémentarité, mais il me semble que ça se retourne.
Ah, ça par n'empêche pas moment. d'être sadique, d'être masochiste, d'être fétichiste. Ça n'empêche pas d'être un peu tout. Ça dépend à quel moment, bien sûr. Oui, Oui, voilà. oui, Oui, bien sûr. voilà. Mais ce que veut dire Lacan par rapport à Freud, c'est que ça marche pas ensemble. C'est des choses différentes. Le sadisme et le masochisme, c'est des choses qui marchent pas ensemble. Oui, oui, oui. Alors que chez Freud, il fait à un certain moment du sadomasochisme. Ah oui, Ah oui, 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 un d'accord. retournement de Oui, l'autre, oui. hein, parce Oui, oui, qu'il d'accord. il se réfère à la douleur, il se réfère à l'image, il se réfère Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, lié. oui. C'est parce que Lacan sort du visuel et arrive dans ce concept de phallus, imaginaire, symbolique, réel. Oui, oui, oui. Imagine, bon, il y a le phallus aussi chez Freud. C'est parce que chez Lacan, il y a cette histoire de théorisation du phallus qui peut échapper au visuel. Freud, il se limite Mm, à, voilà, mm, il n'y a pas le phallus masculin sur le corps féminin, donc on mm, va avoir des perversions. Ben, Lacan sort du visuel pour mm, être dans la conception du phallique. Mais mm. pour ça, il faut être dans les récits. Pour ça, il faut réel, symbolique, Oui, imaginaire, oui, phallus réel, oui. imaginaire. Voilà. Mm. D'accord. Mhm. Merci. Le jeune homosexuel veut s'identifier au père imaginaire. Oui. Mm, Voilà. Pour donner un enfant symbolique qui manque mm. à son À homosexuel à la d'ami. dame. À la dame. Voilà. Mm. Vous voyez, c'est toujours ces trois registres qu'il faut apprendre à Oui, manœuvrer. Je vous avais dit un jour que Lacan n'intervenait jamais dans son cabinet, dans la pratique, dans le registre où venait se produire quelque chose. Si le sujet dit un mot, oui. c'est du symbolique. Mm, Lacan intervient dans un autre registre, soit imaginaire, voilà, soit il peut lever les bras au ciel ou les sourcils au plafond, soit alors, si c'est lui, il peut dans le réel. Il a fini par donner un coup sur les fesses de Maillette Vilter un jour. Voilà, c'est dans le réel, ça lui a été reproché, mais il interprète dans le réel, alors que ce qui vient se passer avec le sujet est dans le symbolique. Si ce qui vient se passer avec le sujet est dans l'imaginaire, il va changer le registre aussi. ah Interpréter oui. toujours pour faire Ah oui. tourner, mais c'est jamais dans le même registre. Ah oui. D'accord. Alors que le freudisme classique, le Oui. sujet dit quelque chose et vous allez interpréter sur ce quelque chose, vous allez Oui. rajouter du C'est un symbolique. sens va couler à flot, ça Mm, va tout envoyer dans le sens, et c'est pas ça l'analyse lacanienne. L'analyse lacanienne, mm, c'est la coupure, voilà. mm, mm. Voilà, Oui, oui. voilà. J'avais un prof de philo, moi, il n'était pas psychanalyste, mais il avait affaire à des enfants, des étudiants, et qui faisaient du bruit dans la classe, et il nous racontait cette histoire. Un jour, il a dit Tonneau, mais tout le monde s'est tu. Voilà une interprétation lacanienne. Il n'a pas interprété, vous me faites suer, taisez-vous, vous allez avoir des Mm, ordres. mm. Voilà. C'est ça qui peut souffler aussi, et jusqu'à des bouts de psychose. Malgré tout, ça revient après. Mais on peut, voilà. C'est ça l'interprétation. L'interprétation, c'est Mm, l'équivalence signifiante. C'est pas mm. rajouter du sens, du sens, du sens. Oui, C'est oui, c'est là bien. que les lacaniens se différencient des Mm, freudiens. Ils sont toujours mm, à croire avec le sens. Non, mm. Lacan dit qu'avec le sens, on nourrissait le symptôme. On lui Oui, donne oui. le Mm, symptôme. On le mm, renforce. mm. Oui. Il y a une personne qui pose la question, Madame Vinciane Rousseau, qui s'excuse parce que son micro ne fonctionne pas, mais qui pose deux questions. D'une part, qu'est-ce que la chose? Et d'autre part, das Ding, qui est neutre en allemand pour Freud, mais pour Lacan, qu'est-ce que c'est? Là, il y en a pour tout un cours. Pardon? Quelqu'un Oui, quelqu'un oui. veut dire quelque chose de Galding? Parce que moi, je suis parti, il est trop tard pour faire un cours. Je pourrais en dire un mot après, mais en deux mots, qu'est-ce que c'est que la chose? Madame Trémolo, vous savez ça, vous? Qu'est-ce que c'est que le Das Ding pour Freud? Et qu'est-ce que Lacan en Je- fait, lui, alors? Qu'est-ce que Lacan en fait de la chose? Oui. Qu'est-ce que c'est que la chose, en gros?
avec un C majuscule. C'est C'est le comme- dazzling freudien. Oui, mais encore. C'est le, c'est le, bah, c'est presque le noyau du symptôme, ce qui est interprétable, ce qui est... Tu veux pas couper la... Comme vous commencez à dire une chose importante de cette dimension de Dazding, c'est inaccessible. C'est Ouais. inaccessible, Voilà. c'est aussi, enfin moi je pense que c'est aussi l'ombilic du rêve, Par exemple c'est aussi. le noyau Ouais. du symptôme, c'est Ouais. ce qui Mm. échappe à l'interprétation, Euh, voilà, c'est le, ouais, voilà ce qui est ininterprétable, Voilà. au-delà ça, du oui, il me signifiant. semble, ouais. Il me semble savoir avec le réel et la jouissance. Le réel et la jouissance. Dont le sujet pour accéder au langage a à se séparer. Il me semble, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, du côté de réel, encore une fois, on revient au réel. Ouais. Oui, ben oui, ben oui. Bon, on essaiera de reprendre ça une autre fois, il est très tard. La personne qui a parlé, Madame, qui c'est Madame, Moi? c'est vous qui avez parlé, non, mais qui a posé la question. Ah non, c'est pas moi. C'est Madame Vinciane Rousseau. Madame Mathias Rousseau, on répondra un peu plus tard, parce qu'il est un peu trop tard ce soir pour être Ouais, là, précis. c'est tout On un commence des truc, hein. développements jusqu'à 11 heures. C'est une question très Ouais. difficile, hein. Voilà. Bon, d'autres questions? Vous avez votre dose pour ce soir. Mm. C'est une longue séance. Ça va? Pour vous dire que donc la perversion pour Lacan, c'est pas la perversion pour Freud. Voilà. Voilà une Mm. différence radicale, radicale qui fait qu'on peut pas que Lacan fait pas du freudisme. Là. Il est vraiment tranché. Vous voyez, il commence à trancher sur Freud en étant 57. Mm. Il y a donc une théorie lacanienne de la perversion qui n'est pas la théorie freudienne, même s'ils parlent de la même chose, hein, bien sûr. On parle tous de la même chose depuis le début dans la psychanalyse. Mais c'est une autre façon d'aborder les choses. Voilà, plus d'autres Bon. questions d'urgence. Je mets dans ma tête de côté Dasding pour en dire un mot, quand ça va être... Mhm. Hein? D'accord? Ça va? Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas, c'est triste, hein.